à tous. Cette semaine dans Hors Circuit, le podcast de la rédaction d'Atlantico, nous recevons Benoît Perrin. Benoît Perrin, vous êtes le président de Contribuables ou le directeur de Contribuables Associés. Vous êtes un expert en finances publiques et vous êtes aussi un militant. Vous avez une cause, la dépense publique, ou plus exactement sans doute la réduction de la dépense publique. J'imagine aussi la rationalisation de la dépense publique. Et cette semaine, on s'est dit que c'était intéressant parce que j'ai été frappé de vous recevoir, parce que j'ai été frappé par les propos de François Villeroy de Galhau, le président de la Banque de France, qui dit qu'il est temps de revenir à la sagesse fiscale. Est-ce qu'enfin l'ère de Contribuables Associés, est-ce que toutes ces années de militantisme sont en train de produire leurs fruits? Et puis, pourquoi est-ce qu'on dépense autant d'argent public? Quelle est la nature du blocage? Bref, des tas de sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Mais d'abord, pour commencer, Benoît Perrin, qu'est-ce que vous a inspiré le fameux sondage du Conseil des prélèvements obligatoires qui dit qu'il y a un ras-bol fiscal en France? 8 Français sur 10 trouvent qu'on paie trop d'impôts. Alors, ce qui est frappant déjà, c'est la lucidité des Français. Parce qu'en fait, on a monté un système qui fait que les Français n'ont pas toujours conscience de payer des impôts. Je prends un exemple tout bête. Il suffit de regarder une fiche de paye pour comprendre qu'elle est tellement illisible que les Français ont du mal à comprendre qu'en fait, ils ne reçoivent que quasiment 50% de ce qu'ils ont coûté à leur employeur. Deuxièmement, avec le système de prélèvement à la source, c'est pareil. En fait, maintenant, vous payez votre impôt sur revenu dans les impôts. Exactement. Et donc, du coup, ce qui fait que vous touchez votre salaire, vous avez déjà en quelque sorte payé votre impôt sur le revenu. Donc, vous ne savez pas spontanément que vous payez beaucoup d'impôts. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand même que même ceux qui ont l'impression de ne pas en payer, en réalité, en payent beaucoup. Même ceux qui ne payent pas l'impôt sur le revenu. J'y viens. Le deuxième point, c'est ça. C'est qu'il faut comprendre qu'on est tous contribuables. En France, on paie des impôts tout au long de sa vie sur ce qu'on gagne. On le sait bien, c'est typiquement l'impôt sur le revenu. On paie des impôts sur ce qu'on possède. La taxe foncière est un sujet majeur, surtout ces dernières semaines. On paie des taxes sur ce dont on hérite, les fameux droits de succession. On paie des impôts sur ce qu'on vend. Quand vous vendez des biens, vous payez effectivement, typiquement, vous vendez des actions, vous payez votre impôt sur la plus-value. Et puis évidemment, dernier élément, vous payez des impôts sur ce que vous achetez. Donc, en l'occurrence, la TVA, qui, faut-il le rappeler, est la première ressource de l'État. Donc, en fait, on est tous contribuables et en France, on paie des impôts tout le temps. Donc, on est tous censés être préoccupés par le devenir de l'argent public. Et encore une fois, j'utilise l'argent public à dessein parce que c'est presque un mot qui devrait être interdit. L'argent public n'existe pas. L'argent public est un terme qui est utilisé par nos dirigeants pour, je crois, créer une espèce de distanciation entre les Français et l'argent. Alors qu'en fait, l'argent public, c'est simplement l'argent privé qui a été confié à nos élus et à nos fonctionnaires et dont on espère effectivement qu'ils en fassent bon usage. On est tous à penser qu'ils devraient avoir les lois qui brûlent. Comment c'est notre argent commun. Exactement, c'est notre argent commun, c'est exactement ça. Mais je veux dire, ces responsables devraient avoir, encore une fois, les doigts qui brûlent quand ils dépensent cet argent. Et beaucoup de Français ont le sentiment, me semble-t-il, très légitime, qu'en fait, justement, comme un certain nombre de décideurs considèrent que ce n'est pas leur argent, ils en font parfois un peu n'importe quoi. Donc, du coup, grosse lucidité des Français. Et puis l'autre apport du sondage, c'est que les Français ont bien compris qu'au-delà des impôts élevés, il y a surtout ce que fait l'État de leur argent. Et là, il faut quand même rappeler 2-3 chiffres, me semble-t-il, indispensables. C'est de comprendre que sur 1 000 € de dépenses publiques, vous en avez 54% qui sont consacrés à la sphère sociale. Et en même temps, vous n'en avez que 6% qui sont consacrés à ce qu'on appelle les fonctions régaliennes, c'est-à-dire la justice, la police et les affaires étrangères. Une fois qu'on a compris ça, en fait, on comprend qu'on est dans un système qui est corseté en fait par le social. Et il faut toujours rappeler qu'évidemment, à peu près 50% de notre dette, c'est en fait de la dette sociale. Parce que tant qu'on n'a pas compris ça, on ne peut pas s'attaquer à la réduction de la dépense publique. Mais les gens, quand on leur dit ça, souvent, ils ont l'impression qu'on est antisocial, en quelque sorte. J'imagine que ça n'est pas votre intention. Enfin, en tant que libéral, pas du tout. Moi-même, je sais bien qu'en général, quand on défend ça, ça n'est pas l'intention. Mais comment vraiment faire comprendre que le sujet n'est pas en soi le fait d'avoir un modèle de protection sociale, mais la manière de le financer? Alors, il y a deux choses. Il y a la manière de le financer et il y a la possibilité de le financer. La manière de le financer, c'est-à-dire qu'effectivement, dès qu'on parle de social, vous avez effectivement un certain nombre de personnes qui disent « non, mais en gros, vous voulez plus soigner les gens, vous voulez que les gens n'aient plus de retraite, vous voulez que les gens n'aient plus de chômage. » Le sujet n'est pas là. Le sujet, simplement, est de se dire, est-ce qu'on peut rationaliser cette dépense? Est-ce que dans le domaine de la retraite, on peut faire des économies? La réponse est oui. Est-ce que dans le domaine de la maladie, dans l'assurance maladie, on peut faire des économies? La réponse est oui. Dans le domaine du chômage, c'est pareil. Donc, il y a déjà il y a le fait de se dire, il faut rationaliser la dépense partout, y compris la dépense sociale.
c'est un capot comme un autre, faut le regarder. Et le deuxième sujet, me semble-t-il, c'est est-ce qu'on peut se le permettre? Et ça, c'est un deuxième sujet qui est distinct, mais en même temps qui est malheureusement jamais traité. Aujourd'hui, le problème de la France, c'est qu'on a un taux de dépenses publiques par rapport à notre PIB qui est d'à peu près 32%. C'est le record du monde. Donc, comme dans toute équation, il y a le numérateur et le dénominateur. Et la difficulté, c'est que il faut comprendre qu'aujourd'hui, à cause d'une économie qui est considérablement abîmée, on se comporte encore comme un pays riche parmi les pays riches, alors qu'on est malheureusement devenu un pays pauvre parmi les pays riches. Autrement dit, on a un système social qui a été bâti à une époque où la croissance était très dynamique et on pouvait se payer ce modèle social. Aujourd'hui, malheureusement, c'est pas de l'idéologie, c'est juste regarder les choses telles qu'elles sont. On a une croissance tellement forte, on est tellement faible, on a un PIB qui malheureusement qui croît très très peu. On a dépassé, je crois, ces 15 dernières années seulement 2 fois les 2%. C'est pour vous dire comme vraiment, on est sur une croissance qui est quasi nulle. Eh bien, en fait, on a des dépenses sociales qui sont vraiment devenues hors contrôle par rapport à la production de richesse qui est là. Donc, vous voyez, il y a deux sujets. Il y a le sujet comment on fait pour faire des économies, comme partout. Encore une fois, ça ne doit pas être un sanctuaire, le domaine social. Et deuxièmement, le fait de se dire, en fait, en gros, est-ce qu'on ne vit pas au-dessus de nos moyens compte tenu des richesses qu'on ne crée pas assez? Et vous disiez avoir justement les moyens. Avant, on les avait peut-être plus, mais est-ce que c'était vraiment le cas? Parce que moi, je me souviens d'Armand Rueff, le fameux Armand Rueff libéral aussi, co-auteur du plan Pinner-Rueff, qui a aussi largement sauvé la France. Fonction de Gaulle. En 1958, enfin après 1958, il n'y avait pas que la guerre d'Algérie qui avait affaibli la République, il y avait aussi la situation des finances publiques. Et qui disait, on ne cesse d'accorder des droits non financés aux gens. Les dévaluations sont en quelque sorte comme le moment presque où on les jette aux éboues. Donc il y a une forme d'illusion aussi quand on regarde notre passé. Est-ce qu'on a vraiment perdu un âge d'or ou est-ce qu'on n'est pas finalement plus riche que jamais? C'est les deux, enfin, c'est quasiment pas contradictoire. Ce qui est certain, c'est que pour revenir à Pinet, ce qui était frappant quand même, c'est qu'on avait des problèmes pour se financer. Et donc De Gaulle ne supportait pas qu'on fasse appel au FMI pour se financer, parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque, comme on avait du mal à trouver de l'argent, on a dû effectivement demander au FMI de nous faire un prêt. Et c'était pour le général de Gaulle une humiliation totale. Donc il s'est dit, il faut absolument qu'on arrive à rétablir nos comptes pour justement être enfin, pour le coup, souverain. Et c'est le problème, un des problèmes de la dette, c'est qu'effectivement, on perd une partie de notre souveraineté parce qu'on est tributaire, des marchés. Et c'est ça qu'il faut, je crois, expliquer aux Français, c'est que quand vous avez trop de dépenses par rapport à vos recettes, vous êtes obligé, comme n'importe quel ménage, d'aller à la banque et au niveau de l'État, d'aller sur les marchés financiers pour financer finalement cet écart entre vos dépenses et vos recettes. Sauf que dès lors que vous allez voir votre banquier, le banquier est en droit légitime de vous demander d'aller dans telle ou telle direction précisément pour que vous soyez en mesure de rembourser cette dette. Et donc, être tributaire des marchés financiers, c'est effectivement une atteinte certaine à la souveraineté. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce sondage. Je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de schizophrénie française quand même? Mais Donc, 8 Français sur 10 qui disent qu'il y a un ras-bol fiscal. Mais derrière, vous avez employé le mot économie. Et pourtant, dès que le mot, nécessité de faire des économies, dès que les Français entendent le mot économie, ils ont l'impression que on est en train quasiment de les saigner à blanc. Donc, comment expliquer justement cette posture contradictoire chez les contribuables que nous sommes tous? là, on a tous des contradictions en nous et on a tous tendance effectivement à vouloir que ce soit l'autre qui paye plutôt que nous. Et c'est pour ça que j'en veux beaucoup à l'aile la plus. C'est peut-être ça la gauche, c'est ça le secret. C'est Ouais, qu'en fait, les gens, c'est pas qu'ils pensent qu'eux-mêmes, oui, ils pensent qu'eux-mêmes payent trop d'impôts, mais ils pensent pas que leurs voisins en payent. En PAC, exactement. Et c'est pour ça que j'en veux beaucoup à l'aile la plus à gauche de l'Assemblée nationale, c'est qu'ils font croire une chose qui est évidemment complètement fausse, qui consiste à dire que, en gros, si la France a des problèmes budgétaires, c'est parce qu'elle ne collecte pas assez d'impôts. Et donc, du coup, il suffirait de faire payer davantage les riches et davantage les enfants par la dette, justement, pour résoudre le problème. Alors qu'en fait, il faut juste rappeler les chiffres au sens même les proportions. Le déficit français, c'est à peu près entre 150 et 180 milliards d'euros. Donc vous voyez bien que en faisant payer uniquement les riches ou en s'appuyant simplement sur la dette, ça ne suffira pas pour résoudre le problème énorme que nous avons entre justement d'un côté les recettes et de l'autre côté les dépenses. Donc cette espèce d'obsession, notamment de LFI, qui consiste à faire diversion sur les véritables problèmes, me semble être effectivement une pédagogie catastrophique vis-à-vis des Français, dont une partie, vous voyez bien l'adhésion à la taxe Zuckman, c'était quand même très intéressant. L'adhésion à la taxe Zuckman, c'est le Français qui se dit « Ah ben c'est chouette, c'est le riche qui va payer pour nous », et on m'a dit dans certains médias que ça allait suffire pour résorber le déficit français, donc allons-y. Alors qu'en fait, encore une fois, ça ne résoudra rien puisque les déficits sont tellement importants que ça ne suffira pas.
Mais c'est vrai qu'il y a certains partis politiques qui jouent sur cet aspect. Ne vous inquiétez pas, je vous protège. En revanche, c'est l'autre qui va payer et l'autre, ça sera l'ultra riche. Mais j'étais assez surpris justement parce que dans la même enquête du Conseil des prélèvements obligatoires, j'ai vu une autre statistique. Il n'y a que 25% des Français qui trouvent qu'il n'est jamais justifié de s'exiler fiscalement. Donc je m'explique mal, mais peut-être parce que vous rencontrez justement des contribuables tout au long de l'année par vos activités. Comment vous avez d'un côté une majorité de Français qui finalement sont tentés par la taxe Zuckman et puis finalement 3/4 de Français qui comprennent que bon, quand on vous demande de payer trop d'impôts, vous partez et qui ne sont pas totalement en désapprobation. Alors c'est vrai qu'il y a, c'est vrai, il y a c'est cette tendance, mais d'accord, c'est assez surprenant, mais schizophrénie là. exactement. Non, c'est vrai, mais vous savez, l'exil, il est, comment dire, on en veut toujours à celui qui s'exile, parce que par définition, et très souvent, on n'est pas en mesure de pouvoir s'exiler. Là aussi, c'est pas de la schizophrénie. Effectivement, là, les gens, bizarrement, j'ai été surpris. Il y a les 3/4 des Français qui disent qu'ils comprennent en réalité l'exil fiscal. Et là, oui, mais parce qu'on est arrivé Il n'y a que 9% des Français qui disent qu'il n'est jamais justifié de s'en aller. Eh ben, c'est rassurant. Je trouve ça très rassurant, alors, si c'est le cas. Vraiment. En tout cas, c'est ce qu'il y a dans l'enquête dans l'enquête en question. Mais quand vous en parlez justement avec les gens, parce que vous faites des conférences, vous faites des événements, enfin, c'est le cœur de votre activité, au-delà d'aller voir les pouvoirs publics Ouais, faire pression. et de faire pression. C'est quoi le truc où vous vous dites, il y a vraiment un problème? Alors, je ne sais pas si c'est de la schizophrénie ou d'incompréhension. Est-ce que c'est, par exemple, les ordres de grandeur, tout simplement parce que les gens n'ont pas les ordres de grandeur en tête des grands budgets de l'État et qui ne comprennent pas, qui raisonnent juste sur de l'émotionnel, finalement. Alors, c'est pas très original. Supprimer une infirmière. Ouais, alors c'est pas très original ce que je vais vous répondre, mais il est évident que les Français manquent de culture économique simplement à cause des ordres de grandeur. Moi, ce qui me frappe toujours, c'est quand on parle aux gens, très souvent, ils sont là, en gros, justement, pour réduire le déficit, il faut diviser par 2 le nombre d'élus, il faut supprimer le CESE, il faut supprimer les avantages qui sont accordés au Premier ministre, il faut simplement faire de la lutte contre la fraude sociale ou de la fraude fiscale, il faut faire des mesures, vous voyez, de manière qui sont des mesures qu'il faut absolument prendre, mais qui ne suffiront jamais. Et ce qui me gêne beaucoup dans cette manière de penser, dans cette manière de présenter les choses, c'est que ça part d'un bon sentiment. C'est-à-dire que très concrètement, il est évident que les gens ne feront pas d'efforts dans leur vie tant qu'ils n'auront pas l'impression que, entre guillemets, l'élite, ce qu'ils appellent l'élite, les fonds. Oui, bien sûr. les fonds. Mais il faut aller au bout du raisonnement et je crois leur dire que même si l'élite fait beaucoup d'efforts, ça ne suffira pas pour, encore une fois, résoudre nos problèmes financiers. Parce qu'encore une fois, c'est trop facile de la même manière, c'est trop facile de dire il suffit que les riches les paient dépenses des de l'État impôts. sont relativement maîtrisées ces dernières années. C'est là le nombre de fonctionnaires d'État qui pose problème. Alors, là aussi, ça c'est encore un autre sujet, le sujet des fonctionnaires, mais ça fait partie de l'inculture. Le train de vie de l'État est relativement sous contrôle. C'est plutôt les collectivités territoriales ou tout ce qui est parapublic. Alors, c'est très vrai. Sur les fonctionnaires, par exemple, là aussi, les gens se disent oh là là, il y a trop de fonctionnaires dans les ministères. C'est vrai qu'il y a trop de fonctionnaires dans les ministères. Néanmoins, il faut rappeler que 50% des fonctionnaires au niveau de l'État, ils dépendent du ministère de l'Éducation. Donc, vous voyez, c'est-à-dire si on ne touche pas au ministère de l'Éducation, on ne pourra pas réduire le nombre de fonctionnaires au niveau de l'État. Mais j'aurais tendance à dire que presque l'État, c'est pas tellement le sujet. L'État, c'est plus 6% de fonctionnaires en 25 ans. La sécurité sociale, c'est plus 38%. Plutôt moins que l'augmentation de la population française. Exactement. Et là, pour le coup, on voit les réformes, notamment entreprises par Nicolas Sarkozy quand il était président de la République, avec sa fameuse révision générale des politiques publiques, qui a quand même porté ses fruits. Donc, plus 6% au niveau de l'État, plus 36% au niveau de la sécurité sociale en termes d'embauche, et surtout, tenez-vous bien, plus 46% d'embauche au niveau des collectivités locales. Donc, vous voyez bien exactement ce que vous venez de dire. En fait, pour aller très vite, l'État fait des efforts ou a fait des efforts. La sécurité sociale n'a pas fait beaucoup d'efforts. On a même des coûts de délivrance de services qui sont importants, plus 9 milliards sur ce qu'on compare à peu près à nos voisins européens. Et puis surtout, le vrai problème des fonctionnaires, c'est évidemment les fonctionnaires qui ont été embauchés dans les collectivités locales, qui effectivement alourdissent considérablement les frais de fonctionnement. Et qu'est-ce que vous pensez de l'argument des fameuses collectivités locales qui disent oui, mais forcément, l'État nous a transféré des missions avec la décentralisation ou la déconcentration, et donc il est normal que finalement nous ayons plus de dépenses. Alors, c'est pour ça que je vous ai donné ce chiffre de plus de 45%, parce que justement, dans ce chiffre-là, j'ai mis de côté les transferts de pouvoir. Précisément pour éviter que vous me disiez « Ah bah oui, mais l'État qui a donné son personnel aux collectivités locales, qu'est-ce que vous en faites ?» Eh bien, je ne les compte même pas dans cette augmentation des 46%. Donc, vous voyez, il y a quand même là aussi
de la pédagogie à faire sur ce sujet-là en disant, en gros, vous avez trois sources trois endroits dans lesquels la fonction publique est trop importante, les collectivités locales, la sécurité sociale et évidemment les agences de l'État, les fameuses ODAC, organismes divers d'administration centrale, où là vous avez à peu près 500 000 fonctionnaires qui sont en plus de surcroît en général plutôt bien payés parce qu'ils ne répondent pas aux grilles de la fonction publique traditionnelle. Et donc là aussi, il y a de la pédagogie pour dire, voyez les économies, voilà, il faut les faire. C'est pas parce qu'on supprime le CESE, c'est pas parce qu'on supprime les Césaires que ça va permettre à la France de retrouver des équilibres budgétaires qui devraient être les siens. Et peut-être aussi parce qu'on a entendu un certain nombre de personnalités, à droite notamment, s'élever contre les autorités administratives indépendantes. Et moi, je me dis, oui, bien sûr, il y a les frais de fonctionnement de ces autorités-là. Certaines sont très utiles, d'autres le sont sans doute beaucoup moins. Mais le vrai sujet, c'est les budgets qu'elles gèrent. C'est-à-dire, on peut toujours supprimer l'ADEME demain, on supprimera les frais de fonctionnement de l'ADEME, on ne supprimera pas pour autant les budgets que flèche l'ADEME. Alors, c'est très juste. Vous voyez, sur le sujet des agences, il y en a deux. Le premier sujet, c'est de dire effectivement, la réponse facile, il faut les fusionner. Mais l'effet de les fusionner, et d'ailleurs l'histoire récente nous montre que les fusions n'engendrent pas toujours des économies. Grandes régions, par exemple. Les grandes régions, vous pouvez parler. C'est pire même, il faut créer des structures pour arriver à connecter les mondes. C'est exactement ça. Vous savez, les grandes régions, nous avait prévu, c'était M. Cazeneuve à l'époque, nous avait prévu 10 milliards d'économies. On voit aujourd'hui que ça coûte plus cher aujourd'hui que ça coûtait hier. Et je rappelle qui veulent entendre que sur Atlantico, nous disions à l'époque qu'évidemment ça allait finir par coûter plus cher. Et la même manière, j'ai participé de manière très concrète, puisque dans ma vie d'avant, je travaillais dans le privé à but lucratif, j'étais consultant, et j'ai participé très concrètement à la fusion. Chercher à gagner de l'argent. Et non, mais vous voyez, j'essayais d'optimiser justement les processus dans la fonction publique. Et c'est justement une des raisons pour lesquelles j'ai quitté cet environnement-là en me disant, mais en fait, ça marche pas. Il faut absolument qu'il faut vraiment. C'est passionnant. Pourquoi ça marche pas justement? Alors pourquoi ça marche pas? Parce que c'est pas de la mauvaise volonté. Il y a des tas de gens qui ont de la bonne volonté aussi dans la fonction publique. Alors dans la fonction publique, c'est toujours difficile d'essentialiser les choses, mais je dirais que globalement, vous avez quand même 80% des gens qui font bien leur boulot et qui veulent et qui sont prêts à des réformes. Et vous avez 20%, la fameuse minorité de blocage, qui effectivement est très activiste, veut tout bloquer, veut rien faire et qui impose sa loi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et les pouvoirs publics s'appuient souvent, redoutent considérablement ces fameux 20% et oublient d'écouter les 80% qui sont prêts effectivement à se réformer. Je commence à vous dire que dans ma vie d'avant, j'avais participé à la fusion ANPE-ACDIC, qui est devenue donc Pôle emploi, qui est devenue ensuite France Travail. Et ça m'a beaucoup frappé parce que j'ai vu quand même beaucoup notamment des agents, clairement, en l'occurrence des ACDIC, régime privé, qui étaient prêts à la fusion, qui étaient prêts à effectivement s'adapter, qui étaient prêts à se former. Et je voyais quand même de grosses réticences côté ANPE, structure publique, qui effectivement, dont une bonne partie des agents étaient très hostiles au fait, ne serait-ce, vous voyez, que de toucher à l'argent. C'est-à-dire que le fait que l'ANPE, vous savez, à l'époque, ne faisait que du placement. Oui. Et les ACDIC géraient toute la partie financière. Indemnisation et d'assurance chômage. Et exactement. Et donc l'idée, c'était quand même d'avoir des agents qui gèrent à la fois le placement et qui gèrent qui aient le pouvoir de prendre des décisions sur les suspensions de versement d'allocations chômage. Et ça, vous aviez toute une partie du personnel de la NPE qui ne voulait pas toucher qui était opposé à cette fusion parce qu'ils ne voyaient pas dans leur rôle la partie justement sanction de leur travail. Et donc, il y a des gens qui, de bonne volonté, effectivement, passent des concours dans la fonction publique en se disant, mais moi, mon boulot, c'est d'être en quelque sorte assistant social. Et quand on leur dit, bah oui, mais le rôle d'assistant social, c'est aussi la sanction, et ben là, il n'y a plus personne. J'ajoute. Et puis c'est peut-être aussi de faire en sorte que le système soit viable, parce que le meilleur moyen de faire du social, c'est que le système continue à être là pour ceux qui en ont le plus besoin, parce qu'en plus, il y a une forme d'injustice bien souvent dans le système social français. C'est-à-dire que la complexité des aides et des règles fait que ce ne sont pas toujours ceux qui en ont le plus besoin qui en bénéficient. Alors c'est très juste, et ce qu'il faut aussi rappeler, c'est qu'on parle de social, mais vous voyez, dans la pédagogie qu'on doit avoir vis-à-vis des Français, il y a aussi le fait de dire que le chef d'entreprise est en fait le premier assistant social, en tout cas l'assistant social le plus utile. C'est lui qui donne du boulot, c'est lui qui donc par définition donne de l'argent à ses salariés. Et donc du coup, le chef d'entreprise a un vrai rôle social. Il n'y a pas d'un côté le capital, qui serait le monde du privé, et de l'autre côté le social, qui serait le monde de l'État. C'est une vision justement dogmatique, et c'est une vision qui est malheureusement transmise à l'école, qui fait que aujourd'hui, vous avez effectivement beaucoup de jeunes qui détestent l'entreprise aussi parce qu'on leur a expliqué que c'était un lieu, non pas un lieu d'aventure collective, ce qu'on devrait expliquer,
mais un lieu d'enfermement, d'esclavage et compagnie. Donc il faut vraiment faire en sorte je crois, de tout faire pour réconcilier le monde dans l'entreprise et les Français. Et ça commence à l'école, évidemment. Et c'est en ça, d'ailleurs, que les adversaires au libéralisme ont fait un travail de sape extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils ont investi précisément tous les lieux stratégiques, notamment les lieux de l'éducation. Et du coup, ils ont imposé, ils ont modelé justement l'esprit des plus jeunes et continuent à le faire. Et ce qui a des conséquences absolument catastrophiques. Il suffit de parler à des petits chefs d'entreprise qui recrutent des jeunes aujourd'hui. C'est pas pour dire c'était mieux avant, je dis pas ça. Je dis juste que objectivement, il y a quand même un fossé qui s'est créé entre le travail bien fait et une partie de la jeunesse qui considère qu'effectivement elle est dans une entreprise simplement parce qu'il faut bien se nourrir, il faut bien payer son loyer, mais ce ne reconnaît pas le risque qu'a pris le chef d'entreprise en prenant ses fonctions ou en montant son entreprise. Mais est-ce que c'est pas, avant de parler, parce que ça m'intéresse ce que vous disiez enfin, dans le combat, qu'est-ce qu'il faut mener comme combat? Est-ce que c'est un combat culturel en quelque sorte? Est-ce que c'est des fenêtres d'Overton à ouvrir? Ou alors est-ce que vous pensez que vous êtes plus efficace quand vous pesez sur Bercy ou sur X ou X majorité? Mais avant d'en venir là, est-ce que c'est ce que vous décrivez du travail? Parce qu'on est en fait comme des fils de famille un peu trop riches, un peu trop bien nourris pour comprendre la dureté du monde, ou peut-être pas forcément la dureté, mais le fait que nous soyons dans un monde où la compétition est très vive et que sans accepter de la mener, mécaniquement, nous ne serons pas assez riches pour que l'héritage dure à l'infini. Je vous disais tout à l'heure qu'un des grands mensonges, c'était de faire croire aux Français qu'on avait un système social qui était adapté à notre création de richesse. L'autre grand mensonge, c'est de dire effectivement qu'on peut continuer comme ça jusqu'à l'infini. Comme si effectivement, on pouvait avoir une économie relativement flat, enfin en tout cas assez peu performante, et qu'on pouvait continuer à vivre comme ça. Aujourd'hui, la vraie difficulté, c'est qu'on est dans une compétition mondiale. Je ne suis pas certain que tous les Français l'aient bien compris. Et que surtout, on vit un vrai déclassement. Il suffit de regarder simplement le PIB par habitant et on voit que ça s'est effondré en très peu de temps. Dans les années 90, Ça s'est effondré en relatif si on compare la Suisse aux États-Unis. J'y viens. C'est-à-dire qu'on était 6e. C'est pas effondré dans l'absolu. Non, c'est pas effondré. Non, en tout cas, les autres ont beaucoup bossé, effectivement se sont considérablement modernisés. Et nous, on s'est en quelque sorte un peu assis sur nos lauriers, reposés sur nos lauriers, en se disant finalement, il n'y a pas de raison que les choses évoluent puisque on a toujours une économie plutôt florissante. Et puis, le train de vie global ne s'est pas abîmé. Donc, pourquoi changer? La difficulté, c'est qu'on est au bout du bout de ce système-là. Et quand on regarde effectivement nos voisins, on s'aperçoit qu'effectivement, qu'ils sont considérablement enrichis et que nous, malheureusement, en l'occurrence, le PIB par habitant stagne dangereusement. Et est-ce que dans cette vie d'avant, justement, de consultant, parce que je trouve ça très intéressant de voir quels sont les schémas psychologiques presque, enfin à la fois idéologiques et psychologiques. Alors, vous avez eu un moment d'épiphanie ou d'eureka en vous disant « ça y est, je comprends la racine des problèmes français ». Parce qu'il y a des fois, c'est un truc comme ça qui fait qu'on y voit plus clair et qu'on comprend justement que derrière la schizophrénie, il y a X ou X facteurs. En tout cas, ce que j'ai compris en étant dans le système, parce que j'ai vraiment travaillé à la fois dans la fonction publique d'État, dans la fonction publique territoriale et dans les hôpitaux. Donc, vous voyez, vraiment, je connais plutôt pas mal, j'ai quasiment travaillé 10 ans dans ces 3 fonctions publiques. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, on voit que les consultants, en partie, sont embauchés pour tenir le discours que les managers n'osent pas tenir à leurs collaborateurs. Autrement dit, les patrons d'établissements publics prennent des consultants, non pas pour avoir des idées géniales, mais simplement pour valider un discours qu'ils, s'ils étaient courageux, seraient en mesure de tenir à leurs collaborateurs, mais qui s'abritent derrière le discours du consultant pour dire, voyez, c'est pas moi qui le dis, c'est un cabinet indépendant, donc il faut absolument dans cette direction. Cela dit, la logique, elle est même dans les entreprises privées, parce que bien souvent, qui traitent les consultants comme les prostituées, on les paye pour qu'elles partent après. C'est très vrai, c'est très vrai. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que j'avais l'impression d'être un peu dans une espèce de vase clos. Et c'est aussi pour ça que je suis parti de cet environnement-là, parce que je me suis dit qu'en fait, la pression ne pouvait venir justement que du peuple. C'est-à-dire que ce soit les cabinets de conseil, que ce soit l'administration, que ce soit les décideurs politiques, je pense que rien ne se passera si en fait il n'y a pas une pression populaire. Voilà. Et parce que, encore une fois, c'est un monde qui marche en vase clos. Et puis, il y a, comment dire, faut aussi regarder, l'économie, c'est des intérêts des uns des autres. Voilà. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que rien ne change. Voilà. Et qui ont aussi intérêt à masquer la vérité aux Français.
Et je pense que l'intérêt des Français, c'est justement de changer ce système-là pour pouvoir, en l'occurrence, notamment, pouvoir s'enrichir. Et si personne leur dit, c'est sûr qu'ils n'auront pas la volonté de renverser la table. Est-ce qu'on peut changer quelque chose, justement, dans un pays où, c'est l'INSEE, ce sont les chiffres de l'INSEE qui montrent qu'il faut être dans le 7e décile, enfin, dit autrement, il faut être dans les 30% les plus riches pour devenir contributeur net à l'État, et tous les autres sont bénéficiaires nets, c'est-à-dire pas que en transferts sociaux, allocations et autres, mais si effectivement on prend en compte le coût des services publics, c'est-à-dire l'école, l'hôpital ou autre, il faut vraiment être dans les 30% des Français les plus riches, ou les moins pauvres, pour donner plus à l'État qu'on en reçoit. Alors, ce que vous dites, et en fait, je pense que c'est presque le plus important. C'est-à-dire que, effectivement, l'INSEE a montré dans une enquête il y a quelques mois quelque chose d'extrêmement intéressant. Et ce que vous venez de dire, c'est-à-dire en l'occurrence, vous avez 57% des Français qui reçoivent plus de l'État qu'ils n'en donnent. C'est plus que ça au sens large. En fait. Alors, au sens large, en tout cas, oui, après, pour aller vite, en tout cas, il y a une majorité de Français qui, effectivement, bénéficient plus de l'État qu'ils ne donnent, et par définition, une minorité qui sont des contributeurs nets. Et donc, du coup, on est dans un système qui est en fait très difficile. Pourquoi ? Parce que les responsables politiques, qu'est-ce qu'ils font ? Ils regardent évidemment la population comme étant un marché. Et ils se disent, vous avez, pour aller vite, 60% des gens qui ont intérêt à ce que les choses ne bougent pas. Vous dire que même des gens de gauche seraient d'horribles libéraux. 40%. Et de l'autre côté, vous avez un marché minoritaire, le marché des gens qui travaillent, beaucoup, et qui, eux, ont intérêt à ce que le système change parce qu'ils sont fonctionnés, ils en ont marre. Ils en ont vraiment, vraiment marre. Et donc, du coup, effectivement, et c'est en ça que je trouve que le système est machiavélique, c'est que depuis 50 ans, on a construit un système où vous avez finalement tellement de gens qui sont dépendants du système qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'y toucher. Je vous prends un exemple tout bête. Il est évident, quand vous touchez au nombre de fonctionnaires, ça couine. Mais, à la limite, on a tendance à dire c'est normal, puisque eux, ils sont payés à 100% par l'État. Mais la difficulté, c'est que quand vous faites des réductions de dépenses, prenons 2 exemples. Le premier exemple, c'est évidemment les taxis sanitaires. Là, c'est du privé. Ce sont des gens qui ont une licence de taxi. Bon. Et là, vous regardez les chiffres, vous dites, plus 45% de dépenses en 5 ans, le gouvernement envisage de revoir les tarifs. Qui montent au créneau de manière assez logique finalement, c'est les fédérations de taxi qui vous disent « Ah non, nous on a construit en quelque sorte nos business plans là-dessus, on a 80% de notre chiffre d'affaires qui vient de la sécurité sociale, surtout n'y touchez pas ». Alors pourtant c'est une corporation privée. Deuxième exemple, c'est l'exemple de MaPrimeRénov'. Avec un argument sur les taxis que moi je trouvais assez intéressant malgré tout, sur la fermeture de petits hôpitaux, ce qui est très rationnel, y compris en termes de sécurité sanitaire, parce qu'une petite maternité, c'est une maternité dangereuse pour les femmes qui accouchent et les enfants qui naissent. Mais mécaniquement, si vous habitez sur l'île d'Oléron, puisque je crois que vous connaissez l'île d'Oléron, et que vous devez aller à l'hôpital à Poitiers parce qu'il n'y a plus d'hôpital à Rochefort ou je ne sais où, forcément, ça augmente les dépenses des taxis. Je ne dis pas le contraire. Je dis juste que sur le principe, ce genre de choses. Je suis d'accord. Je dis juste que c'est le mécanisme que j'essaie d'expliquer. Deuxième point, c'est MaPrimeRénov', où là, c'est pareil. Vous pouvez vous dire, maman, c'est le même type d'argument. Ils disent, parfois, vous voyez, il y a des passoires thermiques, donc ça mérite d'être rénové. Oui, certainement. Je dis juste que quand on veut faire des économies sur la politique du chèque qui est mise en place par la France depuis déjà des années, la politique du chèque, ça se traduit notamment par MaPrimeRénov'. Quand vous voulez simplement resserrer un peu parce qu'il y a trop de fraude ou parce que les vannes sont trop ouvertes, vous voulez juste simplement resserrer l'argent qui est dépensé dans cette prime, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez tout le bâtiment qui vous tombe dessus en disant « Ah mais attendez, vous comprenez, vous ne revenez pas sur la prime rénov', vous comprenez que moi j'ai monté mon entreprise en intégrant dans mon business plan le fait que les gens puissent toucher la prime rénov', donc si vous touchez à ça, vous mettez en difficulté mon entreprise. » Et c'est pour ça que je parle d'un système machiavélique et malsain, parce qu'aujourd'hui, et ça il faut, je crois, mais le marteler, un euro de dépenses publiques, c'est toujours un euro qui va dans la poche d'un Français ou dans la poche d'une entreprise française. Et donc, c'est pas de l'argent quand on dit il faut baisser la dépense publique, il faut baisser le train de vie de l'État et compagnie. Faut comprendre ce que ça veut dire. C'est pas juste l'État, c'est pas quelque chose qui vole au-dessus de nous. Oui, c'est de l'argent. Il y a des gens qui envoient la couleur. Exactement. Et puisqu'il y a des gens qui envoient la couleur, je crois que c'est une des raisons majeures pour lesquelles il est difficile en France de baisser la dépense publique, c'est que vous avez tellement de gens qui envoient la couleur, précisément, qu'on manque de responsables politiques qui sont en mesure de regarder les Français les yeux dans les yeux en leur disant, voyez, vous aviez de l'argent avant, et comme on va baisser la dépense publique, demain, vous n'en aurez plus. Et on a des responsables politiques qui raisonnent comme mais de manière un peu, comment je pourrais dire, un peu démagogique, en disant, en gros,
comme je veux naturellement avoir le maximum de voix, je veux me mettre le minimum de personnes contre moi. Et pour me mettre le minimum de personnes contre moi, eh bien, je continue à gonfler la dépense publique et donc à arroser tout le monde. Et est-ce qu'on n'a pas un problème de contrôle, peut-être encore plus que de contrôle et de responsabilité politique, peut-être encore plus que de dépenses publiques dans l'absolu? Parce que dans l'exemple que vous prenez, MaPrimeRénov', on peut comprendre que le bâtiment, c'est vrai que quand vous créez aussi un business plan, les entreprises, elles ont besoin de visibilité dans le temps. Cet argument-là, il peut être audible. Le problème, c'est plutôt que l'État a créé un système qui a permis des fraudes extraordinaires ou l'émergence de tout un tas d'entreprises dont l'utilité était totalement contestable. Parce que le sujet, c'est pas d'aller chercher des noises à ceux qui vivent d'argent public tout en étant efficaces, c'est d'aller chercher des noises, ou en tout cas de demander des comptes à ceux qui vivent d'argent public alors que ça ne sert à rien. Tout à fait, mais encore une fois, c'est pas incompatible, c'est juste qu'il y a un moment où il faut se dire, on est arrivé, si vous voulez, je crois, à un niveau où en fait on dépense pour le coup beaucoup d'argent et donc par définition, surtout beaucoup d'argent par rapport à ce qu'on gagne. Et donc du coup, il va falloir faire des choix. Et je pense et j'espère que la prochaine élection présidentielle sera l'occasion justement pour les différents candidats qui vont se présenter de nous dire en fait en gros voilà. Aujourd'hui, hier, on avait une manne et on en faisait un peu ce qu'on voulait, voire même on endettait enfants et petits-enfants. Sauf que maintenant, compte tenu des contraintes qui sont les nôtres, on va devoir faire des choix. Et moi, je vous propose d'investir dans 3 domaines, par exemple. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on vit au-dessus de nos moyens en payant le présent. Et c'est ça que je crois qui est le plus grave finalement. C'est-à-dire qu'on se dit, en gros, on paie les retraites, on paie l'assurance maladie, on paie MaPrimeRénov', on paie les primes de Noël, on paie l'allocation de rentrée scolaire. Le problème, c'est pas qu'on paie l'assurance maladie. Le problème, c'est qu'on paie des dépenses qui sont assez peu efficaces. Quand on regarde les indicateurs de performance, alors entre les départements, notamment les classements de l'OCDE, on est le 4e pays qui dépense le plus au monde, mais on est plutôt dans la 2e moitié du classement de l'efficacité. Parce que si, à la limite, on dépensait beaucoup, mais qu'on était hyper bon. Parce que, les pays du Nord, c'est un choix. Les pays du Nord, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, ils dépensent beaucoup, mais ils sont contents de leur service public. Non, ce qui me semble, important, c'est de bien comprendre qu'on ne peut pas tout faire. Et que les ressources sont limitées. Et que les dépenses... Mais si on peut tout faire, parce que le macronisme, c'est en même temps... Oui, non, c'est un mensonge. C'est un mensonge, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est le rôle du responsable politique de faire effectivement avec des ressources limitées. Alors en face de vous, vous avez des demandes qui sont illimitées. Voilà. Et ce qu'on attend de responsables politiques, me semble-t-il, c'est comme on est en droit d'attendre d'un bon responsable de famille, d'un bon manager, d'un chef d'entreprise, c'est-à-dire des gens qui sont capables de dire non. Vous avez raison. C'est pas la faute des entreprises qui ont bâti leur business plan sur telle ou telle aide. Enfin, c'est la faute de ceux qui sont dans la fraude délibérée pour le coup, mais bien sûr. Mais moi, j'en veux plus aux gens qui ont mis en place ce type de fonctionnement, de faire croire à des entreprises que des business plans pouvaient notamment se monter sur un certain nombre d'aides, sur lesquelles potentiellement on sera en droit de revenir parce que précisément on n'a plus d'argent. Donc oui, vous avez raison, il y a des gens qui effectivement sont payés par l'argent public, qui font du mal à la France, et effectivement, ceci, il faut effectivement agir, mais il y a aussi tout un pan de l'économie qui est quand même irrigué par de l'argent public, et je trouve ça malsain, parce qu'encore une fois, à un moment où on doit réduire la dépense publique, il y a des gens qui vont malheureusement pâtir de cette réduction de la dépense publique qui est aujourd'hui indispensable. Et donc, parce que vous me disiez, vous avez eu donc cette carrière d'avant dans ces efforts pour essayer d'aider à la restructuration de services publics. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller chez Contribuables Associés plutôt qu'à vous engager en politique? Et au-delà de ça, où est-ce que vous pensez qu'elle est efficace? Comment on va y arriver? Est-ce que c'est par la politique? Est-ce que c'est par la bataille culturelle? Est-ce que c'est par une forme d'entrisme? Parce que, regardons les choses comme elles sont, la gauche ou les écologistes, par exemple, ont su très bien pratiquer l'entrisme au sein des institutions de l'État, alors que les libéraux, ils sont dans l'entreprise et finalement, ils laissent le champ libre de se faire... J'aimerais avoir une solution. Non, mais j'aimerais vraiment avoir une solution, mais je crois que c'est chance dans vos combats quand même. Non, la solution magique, en disant il faudrait faire ça. J'ai pas de solution magique. En revanche, ma conviction, c'est que c'est un peu comme une corrida, c'est-à-dire qu'il faut des banderilles partout. Et je pense que mon intuition, ma vocation, mon charisme en quelque sorte, c'est de faire de la métapolitique, c'est-à-dire effectivement de faire pression sur tout le personnel politique. Et j'ai aussi la faiblesse de penser que, compte tenu de ce qui se passe à l'Assemblée déjà depuis des années, c'est encore plus vrai depuis quelques temps, je pense que les responsables politiques ont finalement un pouvoir qui est de plus en plus limité, même les ministres ont un pouvoir de plus en plus limité, et je crois être plus utile en étant hors de la vie politique, et du coup en
participant non seulement à l'éducation financière des Français pour leur dire voilà à quoi sert votre argent, voilà comment votre argent est gaspillé, et de l'autre côté, à rencontrer un certain nombre de responsables politiques pour leur dire qu'il y a des Français qui n'en peuvent plus et des Français notamment qui sont au bord de la sécession, justement de la sécession fiscale. Je pense être plus utile en faisant ça qu'en étant, en tout cas aujourd'hui, qu'en étant dans le combat politique qui est effectivement très difficile, d'autant que j'ai la chance d'avoir mandat je réponds que devant les donateurs de contribuables associés. J'avoue que c'est un grand luxe, ils ont la gentillesse de me faire confiance, alors que vous savez très bien que dans un parti politique, parfois, vous devez soutenir des convictions ou des positions qui ne sont pas les vôtres, ce qui est, je crois, assez difficile. Il y en a qui arrivent, et il y a des caractères qui sont plus faits pour ça que d'autres. Imaginez que vous ayez des donateurs qui veuillent tirer dans une autre Grace conclave. Il y a différentes manières de baisser les impôts. Je vous cache pas que là, en l'occurrence, il y a tellement d'impôts que de toute façon, les donateurs sont toujours très contents quand on milite pour telle ou telle baisse d'impôts. Et est-ce que c'est pas un peu désespérant quand même? Parce que là, on parlait de... Attends, pardon, je reviens juste sur votre question tout à l'heure. Oui. Je parle d'histoire des banderilles. Je pense qu'il faut à la fois des responsables politiques qui tiennent un discours de vérité et qui proposent des réformes structurelles pour la France. Il faut effectivement des laboratoires d'idées qui inondent la vie intellectuelle française de nouvelles idées et de grilles de lecture. Il faut des médias comme Atlantico. Il faut des médias comme Atlantico qui prêchent effectivement la bonne parole et qui donnent la parole à des personnalités de qualité. Non, je plaisante. Il faut... Si. Non, mais il faut des groupes de pression. Il faut des profs, et notamment des profs d'éco, pas forcément de sociaux, des vrais profs d'éco qui expliquent la vie de l'entreprise aux enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a pas, quand il y a on a pas- des il y a prix pas de Nobel, quand solution on a magique. des prix Nobel d'économie dont le combat principal est d'empêcher l'arrivée du RN au pouvoir, c'est parfaitement respectable, comme en tout cas légitime de leur point de vue, on s'en fiche, chacun pense ce qu'il veut. Mais enfin, c'est pas comme ça qu'on fait de l'éducation économique et financière. Ça, c'est sûr. Parce que là, vous voyez, typiquement, c'est quelqu'un qui est admirable, notamment sur les relais de croissance. pas le nommer. Voilà, exactement. Donc, il y a vraiment Et sur l'économie très haut sur l'inno, voilà, sur l'innovation, il est excellent. Néanmoins, là, en l'occurrence, il fait primer la politique sur l'économie. Je crois que l'économiste doit faire primer la réalité, justement, sur la politique. Et malheureusement, on se retrouve donc avec un système où, et il faut qu'on fasse, je crois, tous feu de tout bois, parce que chacun a un rôle à jouer, justement, dans le fait de tenter, en tout cas, de convaincre les Français. C'est pas seulement le politique qui arrivera, c'est pas seulement le labo d'idées, ce machin. Il faut qu'on soit le maximum et chacun a son rôle, encore une fois, dans ce dispositif global, même s'il faut reconnaître quand même que les collectivistes sont, en tout cas aujourd'hui, bien mieux organisés que nous le sommes. Les collectivistes, je crois, ils ont plus que Ils sont nous. aussi à droite. Ah, il y a des socialistes de droite. Alors ça, c'est sûr. Ça, c'est Parce sûr. que c'est peut-être ça aussi, on est Tout à fait. français. Ah, mais tout à fait. Ah, mais c'est pas un combat purement droite-gauche. Non, mais je crois pas du tout. Non, mais je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il faut dégauchiser, en tout cas sur les sujets économiques, dégauchiser aussi une partie de la droite, c'est certain. Oui, parce que est-ce que quand vous allez voir justement des politiques, qu'est-ce que vous avez comme écoute? Parce qu'il y a aussi des politiques de droite qui parfois peuvent l'entendre, mais bref, comme vous le décriviez tout à l'heure, au moment de l'élection, on se dit ouais, il y a plus de coups à prendre que de voix à gagner ou de voix à perdre que d'électeurs à gagner. Donc je renonce, que ce soit par idéologie ou par cynisme. Vous avez tout dit. C'est-à-dire que vous avez effectivement des responsables politiques, parfois de gauche, souvent de droite, qui disent effectivement oui, il y a trop de fonctionnaires, oui, il faut réformer les retraites, oui, il faut réduire les coûts dans la santé, oui, il faut mettre fin aux millefeuilles administratifs. Ils sont toujours d'accord. Le sujet, c'est effectivement qu'ils n'y voient pas leur intérêt. Et tant qu'il n'y aura pas une majorité de Français favorables à nos convictions, et ben ça sera très compliqué de les faire changer d'avis. C'est pour ça que je crois profondément à la pression populaire, à la pression des gens. C'est-à-dire que le responsable politique, c'est assez simple finalement. Il comprend que le rapport de force et son intérêt. Si demain, il a 400 courriels dans sa boîte qui lui dit vous avez voté tel impôt, c'est scandaleux, eh ben, il va quand même y faire en partie attention. Alors que s'il a, par définition, 2 ou 3 mails, il ne fera pas attention. Donc, je veux dire, c'est aussi à nous, il ne faut pas tout attendre de nos responsables politiques. Voilà, c'est aussi à nous de nous prendre en main et de se dire, il faut utiliser tous les moyens de pression qu'on a. Parce que rien attendre. Rien attendre, voilà. Non, mais sans être dur. Et moi, je crois fermement à la démocratie, c'est pas la question. Non, mais je comprends. Mais il y a des combats qui s'organisent quand on voit malheureusement... Oui, il y a une espèce d'allergie à la liberté économique, parce que le mot libéralisme, parfois, fait peur, Ouais. couvre différentes réalités, mais à la liberté économique, comme à la prise de risque, parce que c'est ça aussi qui a fait inscrire le principe de précaution, parce que beaucoup de nos problèmes viennent aussi C'est pas la gauche. d'allergie au risque. C'est pas la gauche, hein. C'était sous Jacques Chirac que ça a été fait. Donc oui, c'est sûr que c'est sûr, mais en même temps,
quand vous Et valorisez... donc aujourd'hui, si on se parle franchement, où est-ce que vous avez une lueur Franchement, d'espoir? je l'ai vu quand même. Oui. Oui, mais là, on va parler de noms. Là, on va donner des noms. Ah non, non, non. Là, on va donner des noms. Chez quel parti ou responsable politique vous voyez pas seulement une oreille attentive, mais la capacité à porter aussi la parole C'est qui les Rally Armillaï français? C'est qui les Margaret Thatcher français? Franchement, non, Ou les nouveaux Knerlev? non, mais vous allez être déçus. Je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je sais pas. Ou en tout cas, ce sont des gens tellement minoritaires qu'il y a peu de chances, effectivement, qu'ils viennent, qu'ils accèdent aux responsabilités les plus importantes. Franchement, mon intime conviction, sans être défaitiste, non, mais comme dirait Alain Souchon. mon intime conviction, c'est que je pense que il y a deux possibilités de faire changer les choses. La première, encore une fois, j'insiste là-dessus, que chaque Français se prenne en main, écrive à son député en lui disant ras-le-bol qu'il y ait telle ou telle dépense, j'en peux plus. Donc, ou arrêter les augmentations d'impôts. Bref, se manifeste auprès des députés, parce que les députés sont très sensibles, surtout quand, encore une fois, les retours arrivent en masse de leur circonscription. Ils y sont vraiment, vraiment attentifs. Donc, il y a la pression du peuple. Et puis après, l'autre possibilité, et j'espère qu'on n'arrivera pas là, c'est évidemment la pression qui vient de l'extérieur. C'est-à-dire que j'ai parfois, je me réveille les matins où je suis un peu pessimiste et je me dis, mais en fait, puisque justement, il n'y a pas de responsable Vous êtes le FMI en secret? Non, mais je veux dire, en gros, je vais vous dire, ça risque d'arranger nos responsables politiques si effectivement la situation se dégrade. Et j'en viens même parfois à me dire que nos responsables politiques, en fait, n'attendent qu'une chose, c'est précisément l'arrivée, pas tout de suite du FMI, il y aura d'abord la BCE, en leur disant et qui puissent ensuite être à la télévision en expliquant en français, vous voyez, c'est pas moi qui veux ces réformes-là, c'est juste que la situation est tellement catastrophique qu'aujourd'hui on peut plus emprunter sur les marchés, donc il faut aller... Mais ça, Benoît, c'est assez largement la manière dont on a conçu la zone euro, c'est-à-dire des responsables politiques qui, à défaut d'avoir le courage d'assumer un certain nombre de politiques au niveau national, ça a été le cas en Italie, Mario Draghi en est une figure excellente, ça a été le cas en France aussi, qui ont dit on va mettre la contrainte à Bruxelles. Mais ça n'a pas marché, parce que ça fait quand même 25 ans. Là, je vous parle pas de l'opportunité d'avoir l'euro ou pas, juste de la mécanique politique. La mécanique... Pourquoi ça marcherait plus demain qu'aujourd'hui? En tout cas, si demain, les taux d'intérêt s'affolent de manière extrême, et donc on a du mal à vendre nos obligations, ou en tout cas qu'on arrive à les vendre, mais à des taux à 15%, il est évident que la BCE interviendra, rachètera nos dettes, mais nous demandera effectivement des réformes en contrepartie. Et si ça ne suffit pas, on devra emprunter de l'argent au FMI, qui nous demandera lui aussi des réformes. Est-ce qu'on n'est pas pris dans une malédiction de ce point de vue-là, un peu du too big to fail, c'est-à-dire que on est peut-être trop lourd au niveau... C'est pas la même chose que la BCE, y compris fasse partir un chef du Conseil italien sans passer par la case élection, ou qu'elle arrive à faire pression sur la Grèce, parce que il y a quand même 69 millions de Français et un certain poids au niveau européen. Et au-delà de ça, une forme de richesse aussi, parce que moi, ce qui me frappe souvent, c'est que la raison pour laquelle on peut s'endetter, c'est parce que les gens qui ont de l'argent, ils préfèrent encore acheter de la dette que d'investir dans l'économie réelle. Et c'est ça le piège. Oui, mais la deuxième raison pour laquelle on peut encore s'endetter, c'est parce qu'on fait partie de l'Union européenne. Donc c'est aussi un piège. Mais c'est que là où qu'il faut s'auto-alimente. Voilà, exactement. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que effectivement, si jamais il n'y avait pas cette fameuse zone euro, on emprunterait à des taux exorbitants. Enfin, on ne serait pas à 3,5% comme aujourd'hui. On serait à des taux bien plus importants. Donc, à la limite, on pourrait dire, et c'est ce que disent certains, vous voyez, c'est une chance qu'on soit dans l'Union européenne, sinon on ne pourrait plus emprunter. Mais moi, j'ai envie de renverser un peu les choses en disant, on aurait été contraint de réagir plus tôt. On aurait été contraint. Et donc, du coup, en fait, l'Union européenne nous conforte dans nos mauvaises habitudes. L'Union européenne dans l'absolu peut-être, mais la zone euro... Bon, la zone euro, on peut avoir une union politique. Oui, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, l'Union européenne nous conforte dans notre position de drogué. Parce qu'effectivement, on se dit, au pire du pire, certes, on ne peut plus dévaluer, mais en revanche, si on a un souci sur le marché, on a la BCE qui viendra à notre secours parce que précisément, on est trop important pour tomber. Donc, c'est à la fois un avantage dans cette zone euro, mais c'est aussi la drogue qu'on continue à donner à un camé et avec la certitude que ce drogué se dit, en fait, pourquoi j'arrêterai alors que je sais très bien que mon fournisseur continuera finalement à me permettre de me droguer comme je le faisais avant. Donc, c'est un avantage et un inconvénient, cette fameuse zone euro. Et est-ce qu'il n'y a pas un piège aussi, ce que je disais, sur le fait que les gens qui ont de l'argent, il y a beaucoup de liquidités dans le monde, c'est pour partie alimenté par la Banque Centrale Européenne, mais ils préfèrent acheter de la dette, encore une fois, parce que c'est un produit financier qui rapporte quelque chose, a fortiori si les taux montent un petit peu, que d'investir dans l'économie réelle, parce que c'est ça aussi. C'est-à-dire nos dépenses publiques,
elles sont à la fois la cause et la conséquence du fait que nous ne sommes plus capables d'avoir une économie dynamique. Oui, bah là, on en revient toujours au sujet de l'éducation financière. C'est-à-dire que si vous allez dans la rue et vous demandez aux gens à quoi sert l'argent du livret A, je pense que personne ne sera capable de vous répondre. Si vous dites, si vous posez la question à quoi sert la partie d'assurance vie en fonds euros, les gens se diront bah c'est placé sur les marchés financiers. Justement. Alors que non, bah il y a une grande partie qui sert effectivement à acheter de la dette des États et une partie non négligeable mais minime qui sert effectivement à financer l'économie réelle. Oui, de l'investissement. Voilà. Et donc du coup, l'assurance vie, vous pouvez aussi l'investir en unités de compte et ces fameuses unités de compte là pour le coup, c'est de l'argent que vous mettez sur les marchés financiers et vous aidez un certain nombre d'entreprises, l'économie réelle dont vous parliez tout à l'heure. Vous pouvez choisir un niveau de risque. Vous pouvez choisir un niveau de risque, mais surtout, c'est pas de la dette. C'est encore une fois, vous investissez dans des entreprises. Donc en fait, en gros, on en vient toujours un peu au sujet de à quoi est destiné l'argent des Français. C'est-à-dire que même quand ils épargnent, ils savent pas toujours à quoi ça sert. Ce qui me semble être absolument dramatique, quoi. Et Et on l'intelligence. parle souvent d'éducation civique, mais vous voyez, l'éducation civique, c'est certainement important. Mais je pense que l'école, elle doit d'abord servir, enfin notamment Aussi, servir, pas forcément d'abord, mais servir aussi à effectivement des règles de base de gestion, typiquement même de la comptabilité. Vous voyez, c'est un truc tout bête. Quand vous demandez aux gens, la comptabilité personnelle. mais c'est ce que j'allais dire. Vous voyez, exactement. Parce qu'en fait, l'exemple le plus frappant, c'est quand on parle de déficit. Pareil, quand on demande aux gens, bah, finalement, est-ce que c'est grave d'avoir un déficit aux alentours de 6%? Ce qui est logique. Les gens disent, bah non, 6%, c'est pas si dramatique que ça. On comprend pas pourquoi les gens s'excitent. Mais si on leur dit que c'est 10% par rapport au PIB, ah bah là, les gens se disent, ah oui, mais alors du coup, je comprends pas bien. En fait, moi, dans mon ménage, j'ai des recettes. Déficit entre les recettes. Bah voilà. Bah, voilà. Sauf qu'en fait, personne ne donne ce chiffre. Le chiffre, donnez-le nous. eh ben, il est de 12%. C'est-à-dire qu'il y a 12% d'écart entre les dépenses et les recettes françaises. Et ces fameux 12%, qu'est-ce qu'on fait? Bah, évidemment, on va les chercher sur les marchés, les fameux 310 milliards, je crois, quelque chose comme ça, qu'on est allé chercher en 2025. Donc, en fait, en gros, tant qu'on n'explique pas les choses simplement, parce qu'en fait, là aussi, il faut dédramatiser ces sujets-là. C'est simple. Enfin, c'est simple. Vous voyez ce que je veux dire? Les sujets dont on parle. Non, mais les ordres de grandeur, ils sont compréhensibles. Mais voilà, exactement. Les ordres de grandeur sont compréhensibles, les mécanismes sont compréhensibles. Et surtout, c'est du bon sens, puisqu'on je reviens une seconde sur l'histoire du ras-le-bol fiscal, mais les gens comprennent bien au fond d'eux que bah, plus vous avez d'impôts, plus il y a de risques que les gens partent et surtout plus il y a de risques que ça dissuade au travail. Je veux dire, c'est du bon sens. Il n'y a pas besoin encore une fois, de sortir de grandes études pour comprendre que s'il y a trop d'impôts, bah, le fameux trop d'impôts tue l'impôt, bah, c'est du bon sens. C'est-à-dire que si vous avez 0% de taxation, bah, effectivement, l'État va rien collecter. Si vous avez 100% de taxation, l'État va rien collecter non plus parce que plus personne ne va travailler. Vous voyez, c'est des principes de bon sens. Cette fameuse courbe de l'affaire, me semble-t-il, elle devrait être expliquée mais pas forcément uniquement aux gens qui font de l'économie à l'université. Elle devrait être étudiée. D'ailleurs. Non, la théorie sur un conseil, mais on comprend bien les principes. Mais on comprend l'idée. On comprend l'idée. Bon, bah, c'est le genre de principe qui, me semble-t-il, devrait être enseigné à l'école, tout simplement. Ou même, ne serait-ce que vous voyez les bases de la comptabilité. Simplement, la différence entre, effectivement, à quoi sert un bilan dans une entreprise, la distinction entre un bilan et un compte de résultat, qu'est-ce que c'est un compte d'exploitation, les marges, les bidas. Vous voyez, toutes ces notions qui peuvent paraître inintéressantes spontanément, en fait, c'est la base aussi de la vie. De la vie des ménages des uns des autres et de la vie d'une manière générale, ça fait partie de la culture générale, devrais-je dire. Et en fait, c'est très bien qu'on ait une culture générale sur plein de domaines, ça me semble indispensable, j'adore l'histoire, les sciences sociales me passionnent, mais il faut aussi comprendre que pour, je crois, être libre dans sa vie, il faut aussi avoir des notions d'économie ou même encore une fois, de comptabilité, même très simple. Mais même ça, on le fait pas. Je sais pas quel est le profil des donateurs de contribuables associés, mais je vois en tant que fondateur et dirigeant d'un média indépendant à quel point il est aussi difficile parfois de convaincre des grandes entreprises de dire mais votre intérêt est aussi d'aider à la diffusion de cette culture-là, parce qu'il y a aussi beaucoup de grandes entreprises qui n'en voyaient pas l'intérêt quand on leur disait mais regardez, faites attention, parce que la progression d'un certain nombre d'idées sur l'environnement, alors bien sûr tout le monde est attaché à la protection de l'environnement, c'est pas ça, mais de dire mais regardez les normes folles, le fait que les gens finissent par croire à n'importe quoi ou vivent dans une vision complètement apocalyptique du réel, ça vous reviendra en boomerang. Mais ils l'écoutent pas. C'est vrai, et j'ai quand même l'impression que, alors peut-être qu'ils ont fait des pots cassés aujourd'hui, mais
puisque le politique a plus d'idées, puisque le politique, ils disent globalement tous la même chose, ce qui me frappe quand même, c'est depuis, ça c'est récent, je dirais il y a 6 mois, 1 an, vous avez maintenant les grands patrons qui s'expriment, alors qu'avant, ils parlaient jamais de politique. Bernard Arnault, notamment. Par exemple, voilà, vous avez le patron de Total, vous avez le patron d'Airbus, de Dassault. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quand même des grands patrons qui commencent effectivement à prendre la parole pour expliquer, de manière chose très simple, effectivement, que quand ils doivent Sans doute la expliquer... plus grande claque adressée au bilan d'Emmanuel Macron, Oui, était censé être l'espoir, justement. Alors, je ne sais pas s'il était l'espoir des grands patrons, je pense qu'il était plutôt l'espoir des... Non, mais il est censé dans la représentation, le fameux Mozart de la finance, Oui. et qu'elle ait libéré les énergies. C'est vrai. Et on voit bien qu'en fait, jamais les grands patrons n'ont pris autant la parole. Je trouve que c'est un signe, ça. C'est un signe, c'est-à-dire que c'est une claque même pour le personnel politique d'une manière générale. Si les grands patrons avaient l'impression que le personnel politique les écoutait ou était en tout cas connecté à la vie réelle, pour pas dire la vie économique, quoi, je pense qu'ils prendraient pas autant la parole. S'ils prennent la parole, c'est parce qu'ils prennent la place, parce que justement, il y a plus personne qui tient ce discours-là. Et avant, je trouve ces discussions, on les avait entre amis. Si on connaissait des petits patrons, ils disaient exactement la même chose. Pour aller vite, trop d'impôts, trop de normes. Et donc, du coup, je peux pas développer mon entreprise. Sauf que là, maintenant, c'est le niveau du dessus. C'est-à-dire que maintenant, même les grands patrons le disent et disent très concrètement, attendez, moi, quand il s'agit de faire un projet d'investissement, que j'ai mes actionnaires étrangers que je dois convaincre d'investir en France, comprenez quand même que mettez-vous à ma place, c'est difficile. Il y a une statistique, je trouve qu'il faut toujours rappeler, c'est que le coût de l'État en France, c'est, me semble-t-il, 2%, l'équivalent de 2 points de PIB, en plus que par rapport à l'Allemagne. C'est-à-dire ce que coûte aux entreprises le poids des normes, c'est 3%. C'est 3%, donc c'est... C'est le poids des normes, le fait de gérer l'administration, tout simplement. En fait, une entreprise, ça prend du temps de gérer l'administration ou de gérer les normes. Et en plus, on a créé un environnement où, quand on en parle à des dirigeants, des responsables RSE, etc., ils disent, mais au mieux, on peut respecter 20% de la législation française. Ça aussi, c'est de l'argent, me semble-t-il, gaspillé des entreprises. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a du reporting, vous savez, les fameuses normes CSRD, les fameuses normes européennes qui obligent un reporting extrêmement... tout ce qui est reporting financier pour aller très vite. Oui, voilà, un nombre d'items extraordinaire. Voilà, exactement. Notamment sur le sourcing des sous-traitants. C'est absolument faisable. Et donc, du coup, on est dans une espèce de bureaucratie monstrueuse qui fait que les chefs d'entreprise s'en plaignent. Mais vous voyez, c'est pas que les chefs d'entreprise qui s'en plaignent. Les médecins s'en plaignent. Un service économique obligatoire, c'est-à-dire pas un service militaire, mais un service économique. C'est en tout cas, à minima, pour tous ceux qui sont en position d'avoir un impact sur la vie des salariés et des entreprises, elle leur dit passer 6 mois au moins dans une entreprise, de la même manière qu'à l'ENA, on fait un stage de 6 mois ouvrier avant de plus jamais remettre les pieds dans une usine. Mais parce que c'est ça aussi, il y a beaucoup de responsables qui ne sont pas du tout conscients de la manière dont ce qu'ils font voter se traduit dans le réel. Mais vous savez, un exemple très concret, vous n'êtes même pas obligé de faire une étude d'impact quand vous faites un amendement, quand vous faites une proposition de loi. Enfin, c'est quelque chose d'incroyable. Quand c'est un projet de loi, il doit y avoir effectivement une étude d'impact. Quand c'est une proposition de loi, donc quand ça vient du Parlement, il n'y a pas d'étude d'impact obligatoire. Vous parliez tout à l'heure... On vote assez peu de propositions. Non, mais vous parliez tout à l'heure, vous voyez, de la bureaucratie dans les entreprises, mais il faut aussi comprendre que cette bureaucratie, elle est par définition encore plus vraie dans des secteurs auxquels les Français sont très attachés, comme le domaine de la santé. C'est pas un scoop que de savoir que les médecins passent beaucoup de temps à remplir des fichiers, et je parle même pas des fichiers Excel, et je parle même pas des infirmières qui passent leur temps, en tout cas une partie importante de leur temps, Je sais pas si vous avez à faire de l'administratif. Je sais pas si vous avez vu François Ruffin cette semaine qui était sur BFM face à Charles Consigny et qui, de manière d'ailleurs assez peu élégante, lui faisait remarquer qu'il avait fait un jour, il y a eu un problème avec une drogue. Il lui disait, et vous avez appelé les pompiers, vous le racontez dans votre livre, vous voyez bien que vous avez besoin des pompiers. Mais sauf que le sujet, c'est pas quand on est libéral de dire on n'a pas besoin de pompiers, c'est de dire est-ce qu'on a besoin des 4 DRH qui sont au-dessus du pompier qui lui se déplace. Moi, il y a un exemple qui me frappait, c'est quelqu'un qui me racontait dans un hôpital, avant les ambulanciers, c'était eux-mêmes qui choisissaient les 4 à 5 véhicules par an qu'ils ont rachetés dans un CHU, pas dans un petit hôpital, dans un CHU. Et on a recruté quelqu'un pour gérer la flotte. Mais voilà, voilà. Et ça, François Ruffin, personne ne lui a répondu. Mais quand on veut baisser les dépenses de santé, ou en tout cas les maîtriser ou les rationaliser, c'est pas pour empêcher qu'il y ait des infirmières ou des pompiers, c'est parce que peut-être on n'a pas besoin du type dont le seul job pendant toute l'année est de choisir 4 voitures. C'est vrai. Non, mais je souscris complètement. J'espère. Non, mais c'est vrai. Et ce que j'aurais aussi répondu à Ruffin, vous voyez, c'est que oui, ce sont des emplois occupés par des gens, donc qui n'ont pas forcément leur utilité. Mais pire que ça, je pense que les gens qui occupent ces emplois savent très bien qu'il n'y a pas d'utilité. Et qu'est-ce qui se passe? Ils se sentent mal, il y a un grand mal. J'allais venir. Qu'est-ce qui se passe quand vous savez que votre boulot est un bullshit job? Qu'est-ce qui se passe?
vous êtes démotivé, vous êtes un jour sur deux absent, vous faites pas bien votre travail. Enfin, je veux dire, ça a des conséquences sur la vie des gens, parce que les gens, encore une fois, sont pas idiots. Ils savent La très bien dépense que... publique, ce ne sont pas que des chiffres. Exactement. Et donc, du coup, employer, effectivement, créer des jobs qui ne servent à rien. Alors oui, ça fait plaisir, ça peut faire baisser ponctuellement le chômage, comme ils l'ont fait dans les collectivités locales. Forcément avec une productivité. Non, mais voilà, ou en tout cas qui peuvent être occupés par d'autres ou qui peuvent être réorganisés. Eh bien, la première victime, c'est celui qui, effectivement, occupe ce boulot-là, qui ne voit pas et qui encore une fois, cette personne n'est pas folle, comprend qu'effectivement, son boulot n'a pas un sens extraordinaire. Et donc, du coup, effectivement, il est absent. Donc, il ne faut pas s'étonner non plus du taux d'absentéisme monstrueux, notamment dans la fonction publique territoriale. Il faut quand même le rappeler qu'il y a des départements qui ont 30 jours d'absence en moyenne par collaborateur. Je pense qu'une des raisons, c'est parce que les gens savent très bien que il n'y a pas un sens profond à ce qu'ils font. Il y a une vraie crise du management public aussi, avec des managers publics qui peinent à donner du sens ou même tout simplement à trouver de quoi remplir les journées des gens avec lesquels ils travaillent. Mais peut-être pour finir, parce qu'il y a une révolution qui se profile, est-ce que vous croyez que l'IA va changer les choses, ne serait-ce que dans notre rapport au risque, dans notre rapport à l'économie, dans notre rapport à l'impôt, parce que ça peut rebattre entièrement les cartes de qui fait quoi dans notre société. Alors ça c'est vrai, mais je pense que objectivement personne n'est capable de dire aujourd'hui de palper très concrètement les conséquences de l'IA. Vraiment, on n'en sait rien. Un certain nombre d'entre nous l'utilisons tous les jours. C'est pas pour autant que, en tout cas à ce stade, on a supprimé des emplois. Vous avez essayé de développer une IA qui permettrait de rationaliser la dépense publique? Non, mais on sait que typiquement, vous voyez, le gouvernement a mis en place ce qu'on appelle des guichets d'espèces d'interlocuteurs de la fonction publique dans un certain nombre de villes. Et ces agents ont accès à l'IA et peuvent répondre à des questions hyper variées, alors qu'avant, ils répondaient juste à des questions qui concernaient leur service. Aujourd'hui, vous avez des gens qui, grâce à l'IA de l'État, pour le coup, sont en mesure de répondre à quelqu'un qui a un problème avec ses impôts, l'autre qui a un problème avec son plan local d'urbanisme, l'autre qui a un problème avec sa carte d'identité qu'il faut faire renouveler. Donc l'IA permet aussi de développer la polyvalence des agents publics. Et ça, pour le coup, c'est peut-être un moyen aussi pour un certain nombre d'agents publics qui ne voient pas forcément de sens à leur travail parce qu'ils ne s'occupent par exemple que des actes de naissance ou des actes de décès, de devenir davantage polyvalents. Après, les conséquences très concrètes sur l'emploi, encore une fois, personne n'en sait rien. Personne n'en sait rien. Moi, je suis toujours admiratif des gens qui disent oui, globalement, l'IA, ça va supprimer des emplois ou alors ça va pas toucher des emplois. Je pense que, alors oui, on sait que naturellement, ça va en transformer. Mais ça, bien sûr. Mais est-ce que ça va supprimer des emplois? Est-ce que le sol va être très négatif, un peu positif? Je pense qu'il faut être très humble. Franchement, il n'y a pas grand monde qui sait quelque chose. Et en parlant d'humilité, parce que j'en reviens au point de départ, le ras-le-bol fiscal. 8 Français sur 10 qui expriment ce ras-le-bol fiscal, et c'est le Conseil des prélèvements obligatoires qui nous le dit. Mais je me souviens que Jean-Marc Ayrault parlait déjà du ras-le-bol fiscal du temps de François Hollande et que certainement c'est Moscovici même du temps de Jacques Chirac. Jean-Marc Ayrault nous avait promis un big bang fiscal. Est-ce que vous n'avez pas un bullshit job parce que finalement ça ne change jamais? Alors, j'ai tendance à vous dire, et moi aussi, probablement sans nous, la situation sera encore pire. Donc, il faut continuer de se battre. Donc, continuons. Merci beaucoup, Benoît Perrin. Merci à vous.